bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis contente qu'on ait cette plateforme-là pour discuter de la maltraitance, hein, parce que je pense que, au CRUGEF particulièrement, dans les milieux de centre jeunesse, c'est un sujet qui vous affecte beaucoup, que vous traitez régulièrement à tous les jours. Donc, d'essayer de comprendre puis de nuancer certains des aspects de la maltraitance, dont l'effet intergénérationnel, c'est un aspect plutôt pertinent pour vous. Ce qui est aussi une bonne manière pour nous, les chercheurs, de faire le pont entre la recherche puis l'intervention. Hein. Souvent, on est dans nos labos avec un ordinateur puis une grande pile de papier, puis on a de la difficulté à voir l'impact que la recherche peut avoir au plan d'intervention. Puis même que les services puis les plateformes qu'on nous offre habituellement sont adressés à d'autres chercheurs. Donc, je suis reconnaissante aujourd'hui qu'on ait cet endroit-là pour discuter de ces sujets-là. Donc, aussi, je voulais remercier les collaborateurs qui ont travaillé sur cet article-là avec moi. Donc, Georges Tarabulsi, que probablement plusieurs d'entre vous connaissez, Jessica Pearson, Delphine Collin-Vézina de McGill, puis Lisa Marie Gagné, qui est une étudiante qui a fait la recherche avec moi, la recension. Donc, la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. C'est une idée je crois, est assez commune parmi les intervenants. Hein, l'idée que la maltraitance se perpétue d'une génération à l'autre. C'est une idée qui est assez répandue. Par contre, on pourrait avoir tendance à penser qu'elle est surfaite. C'est-à-dire que l'idée que les parents de la génération 1, donc le G1, vous voyez, c'est génération 1, puis leur effet sur la génération 2, pour ensuite avoir l'effet de la génération 2. Je vais prendre la souris. Ah oui, ici. Donc, l'effet de la génération 2 sur la génération 3, c'est ce qu'on appellerait la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Il y a plusieurs auteurs qui ont abordé ce sujet-là dans le passé, dans la littérature scientifique, pour dire qu'effectivement, il semblait y avoir un lien entre le fait d'avoir vécu de la maltraitance et perpétrer de la maltraitance à son tour. Par contre, aujourd'hui, ce que j'aimerais apporter, c'est beaucoup de nuances par rapport à cette théorie-là ou à cette transmission intergénérationnelle-là, parce que en réalité, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'on a été maltraité qu'on va être nous-mêmes des parents maltraitants. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas été maltraité qu'on ne le deviendra pas non plus. Il y a deux champs. Hein. Il y a des gens qui vont dire oui, effectivement, on voit qu'il y a cette transmission intergénérationnelle-là, alors que d'autres individus, d'autres intervenants, d'autres chercheurs vont dire non, il semble pas y avoir de lien. Donc, aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une nuance entre les deux, de ramener les deux pôles, puis de dire, qu'est-ce qui semble se passer si on regarde ça avec un petit peu de nuance. Une première manière de nuancer le propos de transmission intergénérationnelle de la maltraitance, ce serait de parler de transmission intergénérationnelle des impacts de la maltraitance. C'est quoi la différence entre les deux? Quand on parle de la transmission intergénérationnelle des impacts, on veut donc parler de qu'est-ce qui affecte l'individu qui a vécu de la maltraitance, qui pourrait le suivre tout au cours de sa vie. Donc, par exemple, on va commencer de l'enfant. Donc, l'enfant qui aurait vécu de la maltraitance et de la négligence. Puis, pour des fins de concision, dans toute la présentation, maltraitance et négligence va être écrit M et N. Je vais parler de maltraitance pour raccourcir avec la négligence, mais je vais toujours référer aux deux là, en même temps. Donc, le fait d'avoir vécu de la maltraitance en tant qu'enfant va avoir des impacts au plan physiologique. On sait par rapport à des études qui ont été faites sur la sécrétion de cortisol, par exemple, qui semblent émerger dans les dernières années. Jessica Pearson travaille entre autres là-dessus, sur les impacts physiologiques. On voit que la maltraitance a effectivement un impact sur la sécrétion de cortisol chez les enfants. Puis ça, c'est l'hormone du stress. Fait qu'on peut penser que ça a des impacts qui vont perdurer dans le temps. Les effets psychologiques d'avoir vécu de la maltraitance en tant qu'enfant. Donc, qu'est-ce que ça nous renvoie comme image de nous-mêmes d'être un enfant maltraité? Est-ce que ça veut dire qu'on mérite d'être maltraité? Est-ce que ça veut dire qu'on est un mauvais enfant? Donc ça peut avoir des impacts, par exemple, sur des symptômes de dépression, d'anxiété chez les enfants, troubles d'attention, etc. Au plan affectif, donc cette même idée-là d'être un enfant qui vit de la maltraitance, est-ce que je mérite d'être maltraité? Est-ce que ça veut dire que je suis de moindre valeur? Est-ce que ça veut dire que je vaux pas ce que mes amis, eux, qui vivent pas ça, je suis pas de la même valeur qu'eux, finalement. Ensuite, on peut penser que ces impacts-là qu'on observe à l'enfance vont avoir un impact à l'âge adulte, des répercussions, des conséquences à l'âge adulte. Donc, un enfant qui aurait vécu de la maltraitance à l'enfance, avec tous les aspects qui ont été touchés, physiologiques, psychologiques, affectifs,
Là, on peut penser qu'en plus de tout ça, donc on sait que, par exemple, la littérature ou la recherche nous dit que les enfants, les adultes qui ont vécu de la maltraitance en tant qu'enfants ont plus de risques de souffrir de dépression, d'anxiété, troubles de la personnalité, des problèmes de santé au plan de la digestion, par exemple, et ont aussi plus de risques de décrocher plus rapidement. Donc, avoir moins d'études, être moins scolarisé et éventuellement avoir des emplois qui sont moins rémunérateurs, donc avoir un désavantage au plan socio-économique. Puis ensuite, ben, l'impact que ça a à l'âge adulte aura aussi un impact potentiel sur le rôle d'être un parent. Donc, si ça affecte toutes ces sphères-là, on peut imaginer que l'impact ne va pas s'arrêter à l'âge adulte, puis ensuite, c'est réglé, on n'en parle plus, puis en tant que parent, ça ne nous affecte pas. Donc, pour plusieurs raisons, puis par plusieurs sphères que le trauma va affecter, ça peut avoir un impact sur le rôle d'un parent. Donc, c'est pour ça que dans la présentation, puis dans la recherche en général que j'ai tenté de mener, j'ai voulu parler plutôt de transmission des impacts de la maltraitance sur la parentalité, sur le développement social-affectif des enfants, parce que on veut pas devenir non plus fataliste, de penser que maltraitance engendre maltraitance. Ben, en tant qu'intervenant, il y a quelque chose d'extrêmement décourageant pour vous là-dedans, de penser que c'est un cycle fataliste, justement, duquel on arrive difficilement à se sortir. Puis, encore une fois, ben, de penser que si on est capable de comprendre peut-être une partie des processus, ben, qu'on va être capable de diminuer l'impact que ça a aussi sur la génération des enfants. Donc, on sait par l'attachement, je viens d'un laboratoire de l'attachement, on parle souvent de comment la manière dont les parents agissent avec leurs enfants va influencer le développement de l'enfant. Donc, si un parent va agir de manière chaleureuse, prévisible, cohérente, l'enfant va savoir à quoi s'en tenir avec son parent, va pouvoir aller chercher du réconfort auprès de son parent, puis va être en mesure de trouver une manière de se réguler émotionnellement, puis éventuellement d'apprendre à contenir ses émotions, etc. Donc, se développer avec une bonne base socio-affective. Donc, le lien entre la parentalité puis le développement social-affectif est quand même assez bien documenté. C'est quelque chose que je pense qu'en tant qu'intervenant aussi, vous voyez ça assez fréquemment, où c'est assez clair pour vous, ces notions-là. Ce qui est moins clair, puis peut-être qu'on devrait peut-être porter attention à ça, c'est comment le modèle de l'attachement nous permet aussi de comprendre le lien entre la maltraitance et la parentalité. Puis, j'ai pas encore mentionné, mais je vais parler de parentalité en frais de comportements parentaux. Donc, quand on parle de parentalité, ça va être les comportements parentaux négatifs, positifs, etc. Donc, mais c'est plutôt c'est un terme qui m'empêcherait de dire comportements parentaux positifs, négatifs, etc. tout au long de la présentation aussi. Donc, c'est à ça que je réfère ici. Donc, comment est-ce que la maltraitance et la négligence vont avoir un impact sur la parentalité? On peut penser avec une lunette d'attachement que si, par exemple, on a un enfant qui, à la génération 1 ici, génération 2, a vécu de la maltraitance et de la négligence, quand il va devenir un adulte, donc lui-même devenir un adulte, la génération 2 ici, comment il va traiter son enfant, ça va être influencé par ce qu'il a connu lui-même en tant qu'enfant, comment est-ce que ses parents l'ont traité. Donc, c'est comme si c'est un modèle de base pour l'enfant. Quand son parent le traite d'une manière X, c'est la lunette avec laquelle on regarde le monde par la suite. Donc, mon parent m'a aimé, mon parent a été prévisible, cohérent. Donc, je peux tirer quelque chose de bon des relations. Je peux me fier à mon environnement pour m'aider à me réguler. Quand j'arrive pas à le faire moi-même, les relations sont satisfaisantes. Si c'est pas tout à fait le cas, donc si l'enfant se dit, ben moi, mon parent, il est assez imprévisible, parfois il va me frapper, parfois il va me négliger, à ce moment-là, on peut penser que le modèle que l'enfant a de c'est quoi avoir un parent sera pas tout à fait la même chose. Puis, la relation parent-enfant, donc, qu'est-ce que ça représente dans l'imaginaire de l'individu, qu'est-ce qu'une relation parent-enfant, va être distorsionnée aussi parce qu'il n'y a pas accès à un autre modèle que celui-là. Donc, dans sa relation à son enfant, ben, on peut penser qu'il va y avoir un impact dans la manière de prodiguer des soins. La différence ou la distinction entre le modèle qui vise les impacts de la maltraitance, donc la transmission intergénérationnelle des impacts de la maltraitance versus la transmission intergénérationnelle de la maltraitance, c'est que plutôt que de s'attarder au comportement, plutôt que de s'attarder aux symptômes de l'enfant, donc de la dernière génération, donc de génération 3, on s'attarde au comportement du parent. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est pas est-ce que l'enfant a aussi été maltraité, c'est comment est-ce que le parent agit auprès de son enfant. Puis ça, on peut regarder ça
excusez-moi, sous différents angles. On va commencer par définir les concepts, donc après, ça va être peut-être un petit peu plus clair. On parle de maltraitance et de négligence, on va parler d'abus physique, sexuel, psychologique, de la négligence physique, psychologique du parent, hein, donc de l'individu de la génération 2, qui aura vécu avant ses 18 ans. Donc ça, c'est la manière de définir là, la maltraitance et la négligence dans le contexte présent. Ensuite, la parentalité, bien, c'est l'ensemble des comportements parentaux. Donc, ces comportements parentaux-là, pour les raisons de la recherche, ont été divisés en 3 catégories. Les comportements positifs, donc les comportements qui auraient trait, par exemple, à la chaleur parentale, la prévisibilité, l'encadrement d'un parent, le fait qu'il soit aidant quand l'enfant essaie on appelle ça l'étayage, là, préparer les aires de jeu quand l'enfant est seul pour une certaine durée. Donc, le parent est prévoyant, il va préparer justement l'enfant, il va l'aider à franchir ou devenir de meilleur en meilleur. Les comportements négatifs, donc c'est les comportements qui peuvent aussi être potentiellement abusifs, l'agressivité, la violence, le fait de maltraiter justement son enfant, tout ce qui est hostilité, intrusivité. Puis ensuite, la troisième catégorie, c'est celle qui aborde la qualité de la relation parent-enfant. Donc, comment le parent se définit sa relation avec son enfant. Puis ça, souvent, c'est pas directement un comportement, mais ça peut teinter aussi de manière assez importante la suite des choses. Donc, ici, on sépare en 3 catégories, mais on s'imagine que c'est pas des catégories qui sont mutuellement exclusives. Donc, un parent qui va avoir donc la qualité de la relation parent-enfant, si un parent se dit, ben moi, avec mon enfant, je trouve ça plutôt difficile, c'est plus difficile que ce que je m'étais imaginé, on peut penser que sa vision de sa relation va l'amener peut-être à avoir plus de comportements négatifs, moins de comportements positifs. Ça va ensemble. Hein? Un parent qui va avoir de la difficulté à un enfant avec un tempérament extrêmement difficile, par exemple, puis qui dirait « Ah ben mon enfant, c'est comme si il venait... on entend ça souvent, puis peut-être que vous l'entendez aussi, mais mon enfant essaie de me manipuler. Hein? Donc, si le parent voit ça de cette manière-là, donc là, ça ferait partie de la référence à la qualité de la relation parent-enfant. On peut penser qu'il va essayer de contrôler les comportements manipulateurs de l'enfant, puis agir d'une manière X ou Y. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ça fait du sens? Donc ça, c'est les principaux concepts là, desquels on va parler aujourd'hui pour essayer de comprendre finalement comment la maltraitance est liée à la parentalité. Donc, l'hypothèse de la transmission de la maltraitance par la parentalité, on peut voir ça d'une manière où est-ce qu'il y a... il y a plusieurs explications possibles ou probables au concept de comment est-ce que la maltraitance va aller affecter la parentalité. Je trouve l'image ici assez éloquente, en ce sens où elle met en image l'idée que les mamans qui ont vécu de la maltraitance à l'enfance peuvent réagir d'une manière qui soit inappropriée pour leur enfant, pas nécessairement par désir de rendre l'appareil à l'enfant parce qu'eux, ils n'ont pas eu mieux, mais plutôt, puis il y a plusieurs théoriciens qui ont élaboré là-dessus, mais ça peut être d'une part par manque de ressources. Il y a certains chercheurs qui ont parlé c'est comme s'il y avait des objectifs behavioraux, des objectifs comportementaux qui étaient différents entre le rôle de devoir se protéger comme individu, puis un individu qui aurait vécu de la maltraitance et de la négligence pourrait avoir une hyper-vigilance à ce niveau-là, de dire, ben mon environnement est dangereux, mon environnement saura pas me prévenir ou m'aider à me sortir des difficultés, donc je dois toujours être vigilante, je dois toujours être sur mes gardes, je dois toujours faire attention, prêter attention à ce qui m'entoure pour être sûr de me protéger. Donc ça, on verrait ça aussi dans un PTSD, là, un état de choc post-traumatique, quand les individus sont comme plus facilement alarmés par les situations. Donc ça pourrait être une première partie de l'équation. Puis quand l'enfant va se mettre à réagir de différentes manières, donc par exemple quand le bébé va se mettre à pleurer, bien même le pleur de l'enfant peut devenir un signal qui terrorise la mère parce que ce qu'elle se souvient des pleurs d'un enfant, ça peut même être ses propres pleurs qui n'ont jamais été répondus. Donc là, c'est comme si le système parental ou l'environnement de la relation parent-enfant devient en lui-même la serre, si on veut, ou la source justement de ces peurs-là. Donc, il y a différentes réactions, il y a différentes théories. D'une part, il y a la théorie où est-ce qu'on dit que
le besoin qu'une mère a ou le besoin que l'enfant a, que sa mère le mette en priorité, que la mère veille à sa survie, que la mère veille à sa sécurité, viendrait en concurrence avec le besoin que la mère a de se protéger. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle peut faire quand son enfant pleure? C'est comme s'il y avait un freeze, là, comme s'il y avait la mère pouvait geler à ce moment-là. Une autre manière que les mères pourraient réagir, ce serait de réprimander l'enfant parce qu'il pleure, par exemple. Arrête de pleurer, c'est pas grave, tu t'es pas fait mal. Parce que c'est comme si la réponse émotionnelle de l'enfant venait faire déborder l'affect de la mère. Puis la mère va tout faire pour minimiser cet affect-là. Donc, on peut penser que les vestiges des traumas de la mère, puis quand je parle de trauma, je parle de maltraitance, de négligence ici, vont avoir un impact sur sa manière d'interpréter les signaux de son enfant et par la suite d'y répondre. Donc, si la mère pense, encore une fois, que son enfant est en train de la manipuler, d'essayer d'avoir de l'attention qu'elle n'a jamais eue, etc., on peut penser que sa réponse à ces différents signaux-là va être différente que si la mère se dit « Ah, mon enfant a besoin de moi, je suis la mère tout indiquée pour répondre à ses besoins, donc je vais aller m'occuper de mon enfant. » Donc, il y a une distinction ici qui semble être assez intéressante. Il y a des études qui témoignent assez bien de ce lien-là. Hein? Il y a une étude, par exemple, de Pereira avec ses collaborateurs. Ils ont fait le CTQ ici, vous allez voir dans la diapositive, c'est un questionnaire qui pose des questions sur plein d'événements traumatiques qui auraient pu avoir eu lieu dans les relations avec les parents. Puis, la parentalité était mesurée avec des observations, hein, donc chez 291 dyades mère-enfant, dont les enfants avaient 16 mois. Ils ont effectivement trouvé le lien entre la maltraitance et la négligence vers la parentalité. Donc, effectivement, ces chercheurs-là ont trouvé qu'il y avait un lien. Par contre, il y a aussi dans la littérature des auteurs qui ne trouvent pas ce même lien-là. Donc, Sexton, en 2017, une étude assez récente, il y avait 173 dyades mère-enfant. On a aussi mesuré l'interaction, mesuré la parentalité par l'observation des interactions avec l'enfant. Les enfants avaient 6 mois, puis là, il semble qu'il n'y a rien qui ressort. Hein. Ils ont mesuré plusieurs aspects de la parentalité, d'ailleurs, puis il n'y a rien qui ressort. Donc, dans un contexte comme celui-là, on peut se demander, bien, qu'est-ce qu'il y en est réellement? Parce qu'en tant qu'intervenant, on n'a pas envie de faire le tour de toute la littérature pour se dire « Ah ben oui, finalement, il y a un lien » ou « Ben non, il n'y en a pas. » Si on tombe sur un versus si on tombe sur l'autre, la différence peut engendrer des répercussions assez impressionnantes. Si on va un petit peu plus loin, donc l'étude de Pereira nous montre que selon le type de trauma vécu, donc il pourrait y avoir une différence aussi. Donc, dans l'exemple, là, probablement que ceux qui ont la version papier, vous voyez tout ça en même temps, là, mais d'emblée, il y a l'abus physique, la négligence émotionnelle qui semblerait être liée à la sensibilité, donc un des types de comportements parentaux, alors que pour l'abus sexuel, l'effet disparaît complètement. Donc là, on voit une corrélation de 0 ici, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien, tandis qu'ici, on voit une corrélation de 0,17, de 0,14. Ça signifierait qu'il y aurait un lien là, entre les deux variables. Le type de parentalité aussi observé. Donc, si on regarde les comportements positifs, est-ce qu'on a le même genre d'effet que si on regarde des comportements négatifs ou si on regarde des études qui ont plutôt analysé la qualité de la relation parent-enfant? Donc, les comportements positifs, hein, il y a certaines études, dont Madigan, qui ont retrouvé effectivement des effets. Donc, quand ils regardaient les traumas de manière générale et la parentalité, mais avec des comportements positifs seulement, ils trouvaient cet effet-là. D'autres chercheurs ont trouvé qu'il y avait des comportements négatifs. Donc, quand je parle de comportements positifs, les mères ayant vécu un trauma présentaient moins ou avaient plus de comportements inadéquats, moins de comportements positifs, plus de comportements négatifs, puis une moins grande qualité de la relation mère-enfant. Pour des fins de simplicité, tous les effets, je vais parler de plus grands effets, mais ayant en tête que c'est toujours vers des comportements moins appropriés ou moins de comportements appropriés. Est-ce que ça fait du sens, ça? Ouais, OK. Donc, après vous avoir présenté quelques études qui discutent de ces différents, du lien entre le trauma, la maltraitance, la négligence et la parentalité, il y a un constat qui émerge. Oui? Dans les deux études que vous identifiez, il y a quand même les enfants de 16 mois et 6 mois ou c'est oui. Non, ils ont 16 mois et 6 mois. Donc, la question était dans l'étude que je présente. Je vais retourner d'ailleurs. Ici. Donc, la dame me demande est-ce que dans les études, il y avait effectivement des enfants de 16 mois et des enfants de 6 mois.
ou c'est une erreur de frappe. Non, effectivement, les enfants n'avaient pas le même âge. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à constater. Puis je vais continuer avec la présentation, mais je vais y revenir un petit peu plus tard pour vous expliquer pourquoi j'ai mis des enfants qui n'avaient pas nécessairement le même âge. Je vais quand même répondre partiellement, c'est que quand on fait une méta-analyse, donc quand on fait une recension de la littérature, on ne contrôle pas nécessairement l'âge des enfants dont les études ont étudié. Hein. On prend la littérature, on regarde qu'est-ce qui se passe, puis effectivement un des facteurs qui pourrait expliquer cette divergence-là, c'est que si on regarde des enfants pas du même âge, peut-être que c'est ça qui explique. Donc, un petit peu plus tard, quand je vais vous expliquer plus en détail les facteurs modérateurs tout à l'heure, vous allez voir que ça pourrait avoir un impact, effectivement. Bonne observation. Donc, les limites des études que je viens de vous présenter, ou en fait du constat général qu'on peut faire, c'est que c'est difficile de comparer les études parce qu'effectivement, les enfants n'ont pas nécessairement tous le même âge. Les traumas observés ne sont pas nécessairement tous les mêmes. Il y a des études qui vont se centrer principalement sur l'abus sexuel, sans égard aux autres types de maltraitance. Il y a des études qui vont se fier simplement à la maltraitance physique, sans égard aux autres types de maltraitance. Il y a des études qui vont toutes prendre en même temps, sans égard au type particulier de maltraitance. Donc ça, c'est un problème en soi. Ensuite de ça, le type de parentalité. Donc, si on regarde des comportements positifs, est-ce que c'est la même chose que si on regarde des comportements négatifs et que si on regarde la qualité de la relation? Peut-être pas non plus. On a des résultats qui vont dans toutes les directions. Quand on parle de l'écologie familiale, donc le troisième aspect ici, il y a des études qui qui ont une population qui vient d'échantillons à risque. Donc, à haut risque, on parlerait de mères adolescentes, de mères monoparentales, de mères adolescentes, mères monoparentales, puis faible revenu. Donc, des mères qui vivraient dans la pauvreté, par exemple, et d'autres qui prennent des mères qui sont dans un environnement qui présente pas ce genre de risque-là. Puis enfin, les caractéristiques de l'échantillon, dont l'âge fait partie, l'âge de la mère, l'âge de l'enfant, le sexe aussi de l'enfant. Est-ce que les enfants garçons sont plus demandants que les enfants filles? Est-ce qu'il y a une différence qui semble se dresser? C'est difficile d'avoir une idée globale parce que les études vont prendre leur loupe puis ils vont regarder quelque chose en particulier, puis ils regardent peut-être pas le great picture, on dirait en anglais, mais l'image globale de tout ça. Quand on a des situations comme celle-là, un outil qui semble approprié pour essayer de mieux comprendre ce que la littérature dit, c'est une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quoi? C'est que on fait une recension systématique, c'est-à-dire on laisse pas place là on fait pas juste aller chercher 2-3 articles puis essayer de trouver un lien. On va aller chercher de manière très, très systématique dans la littérature qu'est-ce qui est dit. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'on fait, on va aller avec des mots-clés, chercher dans des bases de données qui vont se rapporter au sujet qu'on est intéressé. Puis on va lire tous les titres, voir s'ils semblent être liés à ce qu'on recherche. Ensuite, on va lire les abstracts, ensuite on va lire les textes, puis tout ce qui semble s'insérer, on va les prendre. Puis après ça, c'est ces études-là qui en ressortent. On les prend, puis on les met ensemble. Donc, ici, j'ai mis quatre bulles, mais en réalité, ça représente beaucoup plus de bulles que ça. Puis on va combiner les résultats pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe globalement. Si on met chaque individu, chaque participant de ces études-là ensemble, qu'est-ce qui semble ressortir? Donc, je vais continuer un petit peu la bulle éditoriale ou plutôt l'explication de différents concepts que je vais utiliser. Qu'est-ce qu'une corrélation? Une corrélation, c'est la force d'un lien entre deux variables. Donc, si on a deux variables qui vont changer en même temps, la force du lien va aller selon leur propension à changer ensemble. En sciences sociales, habituellement, on a des tailles d'effets qui se retrouvent dans la partie gauche là, du graphique ici, c'est-à-dire qu'on a des tailles d'effets qui vont être entre 0 et 0,5 au maximum, parce que les variables de sciences sociales sont beaucoup plus hétérogènes, si on veut, que les variables en sciences physiques, par exemple, où est-ce qu'on aurait des corrélations qui seraient probablement plus fortes. Hein? Si on pense à la résistance des matériaux, ça change pas beaucoup d'une journée à l'autre selon l'humeur du matériel. Hein? Fait qu'on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Quand on est en sciences sociales, il y a beaucoup de variations dans les variables, donc ça amène des corrélations qui sont de moindre importance ou sont moins grandes. Mais on pourrait dire que si une corrélation est entre 0 et 0,2, c'est une corrélation faible. Une corrélation entre 0,2 et 0,5 serait une corrélation moyenne. Ensuite de ça, je vais introduire le terme modérateur. Un modérateur, c'est quoi? Puis là, faites pas attention à l'exemple en tant que tel, ça fait pas partie de la présentation, mais c'est vraiment pour vous aider à comprendre ou
à saisir l'idée d'un modérateur. Donc, si on a un lien entre la turbulence et la réussite scolaire, on dirait qu'on a un lien de 0,20, par exemple, ce qui serait une corrélation faible ou moyenne, qui serait sur la ligne. Une manière on pourrait se demander, bien, est-ce que les garçons sont plus affectés par ce genre est-ce que le lien entre turbulence et réussite scolaire est plus grand chez les garçons? Parce qu'on sait que les garçons, en principe, ont tendance à être plus turbulents de par leur tempérament, puis pour plein d'autres raisons, probablement environnementales aussi. Donc là, on aurait le genre qui serait un modérateur. Ça serait de se demander comment est-ce que le lien entre turbulence et réussite scolaire est modéré, donc par le genre de l'enfant. Donc, si on avait, par exemple, ici c'était supposé de 0,20, mais ça indique valeur 0. Donc, si c'est le lien global est de 0,20, une modération pourrait être, par exemple, que chez les garçons, ce lien-là est plus fort parce qu'on sait qu'on a déjà à la base plus de garçons qui sont turbulents. Donc, effectivement, que ce lien-là semblerait être modéré par le genre des enfants. Donc, si on revient à la méta-analyse qui nous intéresse aujourd'hui, le premier objectif sera de clarifier le lien entre la maltraitance et la parentalité. Donc, en prenant les études, en rassemblant les études par la méta-analyse, on voudra voir est-ce que ce lien-là demeure ou est-ce que finalement, il y a autant qui disent oui que non, puis ça finit que on ne sait pas trop, ou effectivement que même quand on inclut ceux qui disent non, il ne semble pas y avoir de lien, mais qui demeure quand même une certaine partie où est-ce que il semble y avoir quelque chose qui se passe. Ensuite, le deuxième objectif sera d'explorer les modérateurs potentiels de la relation. Pourquoi on veut faire ça? Bien, c'est que si on se demande dans quel contexte ça semble être le plus probable qu'il y ait une transmission des impacts de la maltraitance, ça nous aide à avoir une idée de qu'est-ce qui semble être le plus affecté par la maltraitance, puis comment est-ce que ça affecte les parents dans leur manière d'être un parent envers leur enfant. Donc, les différents modérateurs qu'on va vouloir observer, c'est les types de maltraitance et de négligence, les types de parentalité, comme on en a discuté tout à l'heure, l'écologie familiale, donc est-ce que c'est dans un environnement à risque ou dans un environnement où il n'y a pas de risque, puis les caractéristiques de l'échantillon, donc l'âge de la mère et de l'enfant, puis le genre de l'enfant. Donc, je vous ai un petit peu parlé de la méthodologie. Ici, c'est un graphique ou c'est des images qui permettent de voir un petit peu comment on fait la recension des articles. On va aller avec les mots-clés qui apparaissent ici dans les moteurs de recherche. Ensuite de ça, dans les moteurs de recherche, on va regarder est-ce que cet article-là pourrait constituer, pourrait rentrer dans nos critères de recherche finalement. Ensuite de ça, on est allé demander à des spécialistes du domaine s'il y avait d'autres articles à nous suggérer pour faire une recension le plus large possible. Donc, pour la méta-analyse présente, je vous montre ça juste parce que on a tellement fait de recherches qu'il fallait que je vous dise qu'on a passé à travers près de 9000 articles pour arriver au final avec 32 articles qui correspondaient à nos critères. Donc, c'est beaucoup d'articles triés. Puis, ce qui ressort aussi, c'est que on parle de ça comme du lien entre la transmission intergénérationnelle de la maltraitance comme étant presque un fait avéré, alors qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques, là, il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique qui appuie ce propos-là, malgré cette forte propension-là qu'on a à croire ça. Puis, je pense que c'est intéressant aussi de mentionner le contexte dans lequel les intervenants qui interviennent auprès de ces familles-là se trouvent. C'est-à-dire que quand un intervenant va avoir un enfant qui est dans une famille où est-ce qu'il y a de la négligence, de la maltraitance, c'est comme s'il avait accès à un échantillon de la population, parce que quand on regarde en arrière, on voit ces parents-là, puis on se dit « Ah ben oui, eux aussi ont été suivis. » Puis ça arrive quand même probablement assez souvent, là, selon votre expérience, puis je vois dans la salle qu'il y a beaucoup de gens qui hochent la tête. Je pense que c'est quelque chose que vous constatez, mais c'est comme si c'était un sous-groupe de tous les parents qui ont été maltraités. Vous avez accès surtout aux parents qui reproduisent des comportements de maltraitance. Par contre, il pourrait y en avoir plein d'autres qu'on n'a pas parce que leurs enfants ne sont pas emmenés dans les services sociaux. Donc, je pense que l'idée de la méta-analyse puis l'idée de la recherche en général dans ce domaine-là serait d'essayer de voir qu'est-ce qui fait que les parents ont été maltraités puis qu'ils ne vont pas perpétuer ce cycle-là. Puis en regardant dans cette littérature-là de manière assez vaste, c'est-à-dire de manière assez systématique, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est finalement. Je dois, pour que vous soyez en mesure de saisir les résultats, puis surtout l'analyse de modération pour les types de maltraitance, je vais vous faire une petite présentation sur comment on a codifié le type de maltraitance. Ici, on a Cindy,
qui est en train de répondre à ces questionnaires. Dans les questionnaires, elle doit répondre à des questions qui ont trait à le fait d'avoir vécu de la violence psychologique, de la violence physique, de la négligence physique, de la négligence émotionnelle et de la violence sexuelle. Donc, Cindy doit répondre à toutes ces questions-là. Donc, après ça, Cindy, on va être capable d'y donner un score sur chacune des variables, de toutes ces variables-là. Par la suite, on a Karine. Karine, elle, est en train de répondre à un questionnaire avec une intervieweuse. Puis, dans le questionnaire, au final, on est capable de dire si Karine a été victime d'abus physiques et psychologiques à l'enfance, d'abus sexuels à l'enfance, d'abus physiques, psychologiques et d'abus sexuels, ou si elle n'a rien vécu de tout ça. Donc là, c'est comme si on divisait ça en 4 groupes, puis on met Karine dans un groupe en particulier. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, Karine se retrouve dans un groupe. Je reviens avec Cindy. Cindy, quand on va faire une analyse de modération, l'analyse de modération, ce qu'elle voudrait, c'est dire est-ce que les individus qui ont vécu tel événement, donc de l'abus physique par exemple, sont plus à risque de perpétrer de la violence ou d'avoir des comportements moins adéquats en tant que parents. Mais ce qui se passe quand on fait une analyse les chercheurs ont pris des mesures globales puis qui ont donné un score pour chacune des sous-catégories de maltraitance, ils se retrouvent, ces individus-là, dans chacune des catégories. Donc, quand on fait une analyse de modération, c'est comme si on comparait les individus avec eux-mêmes. Donc, la cote de sensibilité, qu'elle soit dans cette catégorie-ci, qu'elle soit dans cette catégorie-là, dans cette catégorie-là, la cote de sensibilité de cette personne-là, donc de Cindy, demeure la même. Donc, on est en train de comparer la personne à elle-même. Pour cette raison-là, on a dû les exclure des analyses de modération. Ce qui fait en sorte qu'on a juste gardé les études qui étaient capables de placer les individus parmi des groupes précis. Donc, Cindy, c'est-à-dire Karine ici, on l'a juste mise dans un groupe. Puis elle, on la comparera pas à elle-même. On va la comparer avec des individus qui ont vécu d'autres choses qu'elle. Donc, pour cette raison-là, ça fait en sorte que l'analyse de modération du type de maltraitance et de négligence, au lieu d'avoir les 30 études qu'on a recensées ou les 32 études, on se retrouve avec 5 et 4 études. Là. Donc, 9 études au total qu'on est capable de comparer entre elles parce que sinon, on aurait juste des individus qu'on compare entre eux-mêmes. Est-ce que ça va pour ça? Ça va faire peut-être plus de sens tout à l'heure. C'est vraiment à des fins statistiques. Puis aussi, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que une des conclusions de cet ouvrage-là, de cette méta-analyse-là qu'on a réalisée, est que la littérature se penche pas tout à fait suffisamment sur les types de traumas à proprement parler. Quand ils analysent ça de manière très globale, ça empêche de saisir les distinctions entre les différents types de traumas sur les aspects de la parentalité très précisément. Je vais aussi vous parler de la codification des différents types de comportements. Donc, les comportements négatifs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les comportements négatifs seraient des comportements, par exemple, d'hostilité, intrusivité, colère, de l'agression physique, émotionnelle, de la négligence. Les comportements positifs, sensibilité, chaleur, support, structure, engagement, prévisibilité. La qualité de la relation, ce serait les interactions mère-enfant. Donc, c'est toutes les interactions, ce serait chaque étude qui rapporterait quelque chose qui a rapport à la mère envers son enfant, puis pas juste elle, comme par exemple, elle est hostile, mais plutôt comme la mère, comment est-ce qu'elle perçoit sa relation, comment est-ce qu'elle se comporte dans cette relation-là, si elle est dissociée. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'idée de la dissociation, mais une mère qui serait pas en synchronie avec son enfant, donc c'est très difficile pour son enfant de comprendre où est-ce que sa maman est à l'heure actuelle, parce que bébé est en train de dire quelque chose à maman, ou signifier ou signaler, puis sa mère semble être dans un autre monde, donc ça, on parlerait de la dissociation. Puis les difficultés de la relation, donc la mère qui dirait « c'est beaucoup plus difficile que ce que je m'étais attendu ». Les résultats. Donc, après avoir pris toute cette littérature-là, avoir mis tout ça ensemble, on a eu 32 études qui sont ressorties, puis dans ces 32 études-là, il y en avait 5 qui parlaient des mêmes échantillons, donc on se retrouve avec une taille d'effet ou un nombre de tailles d'effet de 27 qu'on met tout ensemble. Donc, tu sais, tout à l'heure, on avait étude 1, étude 2, étude 3, étude 4. Là, on aurait jusqu'à étude 27. Puis, on met ça ensemble, puis on fait une moyenne. Donc, le lien global est de 0.13. Effectivement, c'est une taille d'effet qui est assez faible pour une théorie ou une idée assez solidement ancrée que les parents qui ont été maltraités vont aussi maltraiter. Donc, ça vient nuancer, mais en même temps, ça vient aussi dire qu'il se passe quelque chose parce que c'est pas de 0, puis de 0.13 en sciences sociales. Dans un contexte comme celui-là,
c'est pas négligeable. On peut pas dire il y a rien, parce que c'est effectivement présent. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir quels seraient les modérateurs ou dans quel contexte ça semblerait être le plus problématique. Ici, on a la modération par le type de maltraitance et de négligence. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait pris seulement les échantillons ou les populations où on n'avait pas comparé les participants avec eux-mêmes. C'est ici que ça paraît. Donc, le cas égale 4, ça veut dire qu'il y a seulement 4 études qui ont parlé, à proprement parler de CPEA, c'est la même chose que AP/PE. Donc, c'est la violence psychologique et physique à l'enfance. Donc, il y a 4 études qui se sont attardées à ça. Puis, la violence sexuelle, donc le fait d'avoir été abusé sexuellement, il y avait 5 études. Ce résultat-là est assez perplexant, pour inventer un mot. Mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ce serait plus important d'avoir vécu, ou que ça aurait un impact plus grand d'avoir vécu de la violence psychologique ou physique versus de la violence sexuelle, donc d'avoir vécu un abus sexuel? Je pense qu'une chose qui est importante de dire, c'est pas que c'est pas parce que la violence sexuelle est pas importante ou n'a pas d'impact. Hein? On est tous d'accord, ou en tout cas, j'imaginerais mal quelqu'un dire que ça n'a pas d'impact, la violence sexuelle, fait qu'on n'a pas besoin de s'attarder à ça. Par contre, ce que ça nous indique, c'est que jusqu'à maintenant, la littérature est pas en mesure de saisir, ou en tout cas, la parentalité dans la manière qu'on la mesure, semble pas capter les nuances que ça pourrait engendrer. On peut s'imaginer, si un parent a vécu un abus sexuel à l'enfance, il pourrait peut-être être surprotecteur, il pourrait avoir de la difficulté avec les frontières, mais est-ce que nos outils avec lesquels on a mesuré la parentalité nous permettent de capter ces nuances-là? Peut-être pas. Puis peut-être aussi, puis je pense que ça, c'est une nuance qui est importante à faire, c'est que dans la majorité des études qui portaient sur la violence physique, émotionnelle, psychologique là, qui a été vécue à l'enfance, donc cette colonne-là ici, sont répertoriés parmi les événements intrafamiliaux. Donc, un membre de ma famille m'a dit que ou je ne mangeais pas à ma faim, ou mon parent a été violent physiquement avec moi. Donc, on parle toujours dans le contexte intrafamilial. Par contre, quand on questionne sur l'abus sexuel, généralement, on questionne de manière plus large. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un abus sexuel? Est-ce que c'est intra- ou extrafamilial? Là, la littérature, à ce moment-ci, ne nous permet pas nécessairement toujours de distinguer entre un abus intra- et extrafamilial. Donc, si on se rappelle les notions d'attachement, on peut imaginer que l'abus sexuel qui a été vécu en dehors de la famille, si la famille était adéquate, si la famille n'était pas nécessairement négligente, bien, il y a peut-être une partie de ce trauma-là, de cette expérience-là qui a été résolue, avec l'aide des parents, parce que l'enfant n'est pas en train de se dire « mon parent m'aime pas » ou « mon parent agit avec moi d'une manière qui est inappropriée, agit d'une manière qui fait pas de sens dans mon cerveau d'enfant ». Il est en train de se dire, il y a quelqu'un en dehors de ma famille qui s'en est pris à moi, qui m'a fait quelque chose qui était inacceptable, mais mes parents sont capables de m'aider là-dedans, sont capables de m'amener un petit peu plus loin dans ma réflexion, puis plutôt que de me dire que je suis pas un enfant qui en vaut la peine, ou de me dire que je suis un enfant qui a mérité de se faire des attouchements, ou qui a mérité de se faire abuser, ben les parents sont capables de rectifier le tir dès l'enfance, donc peut-être que les répercussions sont moins importantes. Donc ça pourrait être une raison qui expliquerait cette disparité-là. Puis on peut penser aussi que les impacts, si par exemple on comparait intrafamilial avec intrafamilial puis qu'on aurait des résultats qui seraient similaires, on pourrait imaginer que les impacts sur la parentalité sont peut-être pas passés de la même manière, parce que le contexte d'une famille où est-ce qu'il y a de l'abus sexuel, c'est pas toujours teinté de violence. Il y a comme souvent dans certaines entrevues que j'ai pu écouter, souvent les mères vont dire j'étais la préférée de mon père. On me demandait de rentrer plus tôt à la maison. Ben moi, je pensais que c'est parce qu'il m'aimait plus, mais en même temps, en sachant très bien que c'est parce qu'il voulait abuser. Donc, la limite ou le contexte est assez flou. Est-ce que c'était de la violence à proprement parler? Ben, d'un côté, il y a quelque chose de gratifiant d'être la préférée de son papa, mais en même temps, si c'est pour se faire abuser, il y a quelque chose de désarçonnant aussi. Puis comment est-ce que ça s'inscrit dans la manière d'être un parent? C'est peut-être là que c'est moins clair en ce moment. Donc là, désolé que les valeurs apparaissent pas bien, mais c'était 0.23 puis 0.10. Les deux valeurs là, au-dessus des colonnes rouges. Est-ce qu'on peut parler d'effet de chronicité aussi, dans le sens que la négligence, la maltraitance, ça ne s'est pas sur une longue période avant que ça soit
puis il y a comme une prise en charge qui Mhm. se met en place, Oui. tandis que l'abus sexuel, une fois que les services sont détenus en place. Mhm. Effectivement, puis je vais répéter juste pour que les gens à distance puissent entendre, mais la dame précisait qu'il peut y avoir une question de chronicité aussi parce que la violence physique et la négligence émotionnelle, psychologique peuvent être plus chroniques. Donc, ça peut prendre beaucoup plus de temps avant qu'ils soient répertoriés puis gérés que, par exemple, un trauma sexuel, si c'était amené par exemple, dans votre vécu d'intervenant, un trauma sexuel, c'est assez pour justifier une intervention dès maintenant, puis on retire l'enfant du milieu, puis là, ben, il y a tout est enclenché dès ce moment-là, alors que pour la violence psychologique, c'est pas si clair. Hein? Puis je vais juste ajouter une chose, j'ai oublié de vous le mentionner, mais dans toutes les études qui faisaient mention que c'était pas tous les participants qui étaient comparés à eux-mêmes, mais qu'on avait vraiment des sous-groupes qui étaient formés, il y avait juste un sous-groupe qui parlait de négligence. Donc, c'est pour ça que la négligence apparaît pas dans les valeurs qu'on a ici, parce que je ne pouvais pas faire une modération avec seulement un échantillon. Par contre, il semblait y avoir un lien assez intéressant entre la négligence et la parentalité dans cet article-là du moins. Pour ce qui est des types de comportements parentaux, donc, encore ici, les valeurs ont décidé de ne pas suivre, je ne sais pas trop pourquoi. Mais pour ce qui est des comportements parentaux, ce qui est intéressant de voir, c'est que les comportements physiques, c'est-à-dire les comportements positifs, étaient présents. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait, le lien était significatif. Donc, effectivement, que les mères ayant vécu de la maltraitance à l'enfance avaient moins de comportements positifs à l'égard de leurs enfants comparativement aux mères en n'ayant pas vécu. Par contre, la plus grande différence s'observait par rapport au comportement négatif puis par rapport à la relation, la qualité de la relation. Donc, ça, il y avait une différence significative entre à quel point les comportements négatifs étaient plus grands que la différence avec le comportement positif. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que finalement, il semblerait que chez les mères ayant vécu de la maltraitance, ce qui est le plus affecté, c'est pas la capacité de fournir des réponses adéquates, mais c'est plutôt la propension à fournir des réponses inadéquates à certains moments. Puis, on peut penser que le fait de perpétrer des comportements plus violents, que ce soit psychologiques ou physiques, ou de s'interpréter dans sa tête, se dire, ben, ma relation avec mon enfant, elle va pas très bien, mon enfant est beaucoup plus difficile que ce que je croyais. C'est comme si ça venait jouer ensemble, puis que ça donnait lieu, finalement, à des comportements qui sont moins adéquats. Puis, dans ce contexte-là, on sait que même s'ils n'arrivent pas souvent, dans les comportements de violence, c'est pas des comportements qu'on voit sur une base quotidienne. Mais quand ils surviennent, ils sont importants. Ils sont souvent dramatiques, donc c'est important d'avoir ça en tête en tant qu'intervenant, puis se dire, ben, si la maman a vécu de la maltraitance, c'est possible que je le vois pas là, sur le plan très, très pratique, parce que on peut imaginer, quand les intervenants du DPJ sont à la maison, c'est pas le moment où on commence à faire toutes sortes d'affaires, puis c'est compréhensible aussi, mais quand ça survient, c'est là qu'il semble y avoir un impact. Puis la relation, ben on peut penser, si on a la lunette de mon enfant me manipule, mon enfant est très difficile, ben que ça peut venir interagir aussi avec les comportements négatifs. Pour ce qui est du niveau de risque social, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, je vois le temps qui avance, j'aimerais ça vous laisser une période de questions, mais ce qui est impressionnant ou intéressant pour nous, c'est qu'on s'attendait à ce que les mamans dans des environnements plus à risque allaient présenter plus de comportements inappropriés. Par contre, il n'y a rien du tout qui se passe. C'est le lien global de point 13 est le même qu'on soit dans des échantillons à haut risque ou à faible risque. Qu'est-ce que ça nous amène à dire, ça? C'est que, il semblerait qu'un trauma, c'est un trauma. Que de la maltraitance vécue à l'enfance, c'est de la maltraitance vécue à l'enfance. Peu importe dans quel milieu on se trouve maintenant, les impacts seraient assez similaires pour une mère adolescente versus une mère adulte. Pas nécessairement en termes d'âge, mais en termes de situation socio-économique, en termes de facteurs de risque. Ensuite de ça, la modération par l'âge de l'enfant. Donc, pour répondre à la question de madame tout à l'heure, effectivement, on a essayé de voir est-ce qu'il y a une différence chez des enfants plus jeunes versus des enfants plus âgés, parce qu'on sait quand la motricité commence à se développer, un enfant de 0 à 1 an versus un enfant de 1 an à 6 ans. Dès que l'enfant va se mettre à marcher, habituellement, on va noter une demande qui va augmenter là, auprès des parents, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus à gérer maintenant que l'enfant est capable de se déplacer. Puis souvent aussi, si l'enfant va s'éloigner de maman, par exemple,
les mamans ayant vécu des traumas pourraient vivre ça comme du rejet. Puis là, ben, à ce moment-là, on parle de la qualité de la relation, là, le troisième type de parentalité. Ça pourrait être affecté. Mais selon les analyses, le lien ici, là, la pente n'est pas significative, c'est-à-dire que ça semble être du pareil au même que l'enfant soit plus jeune ou plus âgé. Donc, peut-être que les études ne sont pas encore assez concluantes là, pour être en mesure de déterminer si, effectivement, il y a un effet de l'âge. Même chose pour l'âge de la mère. La relation n'est pas concluante. On aurait pu penser que les mères adolescentes allaient avoir beaucoup plus de difficultés que les mères adultes. Ça ne ressort pas non plus. Modération selon le genre. Ça, là, la pente est significative. Donc, plus il y a de garçons dans les échantillons, plus il y a des problèmes au plan de la parentalité. Donc, on l'a nommé à quelques reprises déjà, mais il semblerait que les garçons puissent représenter un challenge supplémentaire pour peut-être 2 raisons, entre autres. Premièrement, les garçons, de par leur tempérament, de par des variables qui sont parfois environnementales aussi, mais sociologiques, vont avoir tendance à être avoir des comportements plus externalisés. Puis ça, peut-être que ça peut davantage avoir un impact sur la mère. La mère pourrait avoir de la difficulté à contenir à ce moment-là son enfant, d'avoir de la difficulté à l'aider à se réguler émotionnellement. Donc ça pourrait être un facteur qui expliquerait. Une autre analyse qu'on peut faire de ce résultat-là, ou une discussion qu'on peut avoir à propos de ce résultat-là, c'est que les mères qui ont vécu de l'abus sexuel, c'est beaucoup plus souvent perpétré par un homme. Donc peut-être que le fait d'avoir un fils plutôt que d'avoir une fille peut réactiver certains de ces schèmes-là, de la relation d'un parent envers son enfant, ou de la relation de homme-femme. Puis ça, c'est même dans les AI, que dans certaines des entrevues que j'ai eu l'occasion d'écouter dernièrement, une mère avait eu un fils, puis le fils avait comme peut-être 10 mois là, à l'époque d'entrevue, puis elle disait que son fils était violent, hein, qui était manipulateur, puis elle sentait qu'il était hostile envers elle. Puis une chose qu'elle disait, c'est « je vais devoir le protéger parce qu'il va devenir un abuseur, cet enfant-là ». Donc, rapidement, l'enfant n'a pas encore dit ses premiers mots, probablement, puis la mère déjà sent cette hostilité-là, sent cette crainte-là monter en elle. Donc, on peut s'imaginer, hein, là, c'est un contexte assez... cette dame-là, c'est assez caricatural là, comme discours, mais n'empêche qu'il peut y avoir un fond de ça, même si c'est pas aussi flagrant que ça. Donc, je vais terminer en faisant une petite synthèse de tout ce qui vient d'être dit. Donc, c'est la première étude qui fait un lien sur la maltraitance et la parentalité, donc une synthèse quantitative de ce lien-là. L'effet principal est faible, mais est significatif. Il y a beaucoup de variations méthodologiques, donc qu'est-ce qu'on mesure par rapport au trauma? Est-ce qu'on mesure de l'abus sexuel, physique, émotionnel, de la négligence, etc. Puis il y a aussi des divergences populationnelles. Quel âge ont les mères, les enfants, quel âge, c'est-à-dire combien de garçons il y a, etc. Donc, il y a beaucoup de variabilité, ce qui rend ça peut-être difficile de vraiment avoir une idée consensuelle sur qu'est-ce que ça fait comme effet. La maltraitance pourrait être perçue comme un facteur de risque, pas nécessairement une fatalité par contre. Donc, aujourd'hui, je pense que l'idée générale de cette présentation-ci, c'est de dire, ben, effectivement, qu'on peut penser qu'il y a des effets, mais est-ce que ces effets-là sont nécessairement... c'est une cause à effet, là. Donc, tu as vécu la maltraitance, tu vas maltraiter. On n'est pas là du tout. On n'est pas dans un rapport de ce genre-là. Le type de maltraitance, donc, c'est difficile de se prononcer à ce moment-ci parce que les études se sont inspirées de mesures très, très générales. Donc, plusieurs des études qui ont été observées faisaient appel à des mesures très, très globales. Donc, ça rend ça difficile. Toute interprétation est difficile à ce moment-ci. Puis, une chose que je pense qui est importante de répéter, c'est que tous les types d'abus sont importants. L'abus sexuel, même si on voyait qu'il y avait une taille d'effet moins grande, c'est pas parce que la taille d'effet est moins grande que c'est pas important. Il faut être à l'affût hein, quand on voit ce genre de... Quand les mères nous rapportent, par exemple, ce genre de difficultés-là. Ici, le type de parentalité. Donc, je passe directement à l'autre diapositive là, parce qu'il semble que j'ai pas enlevé ça de là, mais ça se retrouve à l'autre diapo. Donc, les comportements négatifs, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'ils arrivent moins souvent, mais quand ils arrivent, ils ont un impact sur la désorganisation de l'attachement, puis aussi sur le développement ultérieur. Donc, autant la mère, quand elle a vécu ces éléments-là, ça semble avoir affecté sa manière de concevoir, hein, sa représentation de l'attachement, donc ce que ses parents lui ont laissé comme
comme héritage de ce qu'elle connaît de l'attachement, mais c'est ce qu'elle semble être en train de reproduire. Donc, il faut essayer d'être à l'affût de ça, comment est-ce qu'elle perçoit sa relation avec son enfant, puis peut-être que ça, c'est une ligne d'intervention, de dire, ben comment est-ce qu'elle réfléchit à ça? Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle désire être méchante avec son enfant? Ben, c'est parce qu'elle ne connaît pas mieux là, pour le moment. Je pense que l'intervention relationnelle, pour celles qui connaissent l'intervention relationnelle, le but de ça, c'est de nous-mêmes être un modèle de cette sensibilité-là, de l'adéquation des comportements, d'être accueillant, d'être chaleureux, d'être contenant pour ces mères-là, pour leur montrer un premier modèle de qu'est-ce que ça peut être un bon parent. Donc ça fait partie des manières dont on veut interagir. Puis la qualité de la relation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la manière dont le parent va se représenter sa relation avec son enfant. Donc, ça met la table pour les choses de la suite, donc d'essayer d'adresser ça, d'essayer de comprendre comment le parent se situe par rapport à ces relations d'attachement-là, peut nous aider à essayer de comprendre comment est-ce qu'il est en train de traiter son propre enfant. Le genre des enfants, donc peut-être que c'est un facteur de risque à considérer. On peut imaginer, par exemple, si on avait un placement à faire, un jeune garçon, puis je pense qu'il y a des études assez éloquentes sur le fait que la stabilité des placements est beaucoup moins grande chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles. Donc, on va avoir plus de milieux différents pour les garçons qui sont en trajectoire de placement que pour les filles. Mais peut-être que ça, c'est une réponse. Est-ce que les milieux, est-ce qu'on place ces enfants-là? Est-ce que les parents d'accueil ont été victimes de quoi que ce soit? Est-ce que, donc, peut-être être à l'affût, finalement, de ce qui peut engendrer cette instabilité des placements. Les limites, ben, la parentalité peut être influencée par d'autres facteurs que la maltraitance, donc l'environnement peut affecter. On peut imaginer dans un environnement extrêmement difficile, hostile, ben, que ça vienne, ou un environnement stressant, ça pourrait rendre le parent plus vulnérable, peu importe qu'il ait été maltraité ou non. L'adaptation psychosociale du parent aussi, si le parent est aux prises avec des problèmes de santé mentale, ben, on peut imaginer que ça pourrait affecter la parentalité, peut-être même sans égard à la maltraitance et la négligence. Puis, on peut penser que les effets de la maltraitance et de la négligence peuvent affecter le développement de l'enfant sans nécessairement passer par la parentalité non plus. Donc, on sait que la maltraitance et la négligence ou en fait l'attachement d'un enfant vers son parent va déterminer ou tracer une route là, pour la manière dont l'individu va vivre ses relations. Ça va aussi se présenter dans les relations de couple, par exemple. Donc, quelqu'un qui aurait vécu de la maltraitance à l'enfance pourrait avoir tendance à se lier à des partenaires qui sont peut-être moins adéquats. Puis là, à ce moment-là, ben, si le partenaire est moins adéquat, peut-être qu'il va avoir moins de stabilité conjugale. Puis cette instabilité conjugale-là pourrait être ce qui affecte le plus le développement de l'enfant. Puis là, on ne parle plus de parentalité, on parle d'instabilité conjugale, puis on vient de changer de modérateur, finalement, de médiateur. Donc, tout ça pour dire qu'on ne veut pas penser que la maltraitance va juste agir sur le développement de l'enfant par la parentalité. On ne veut pas non plus penser qu'il y a juste la parentalité qui affecte le développement de l'enfant. Donc, c'est pour nuancer finalement le propos de la présentation d'aujourd'hui. Ce qui est à retenir, ben que la transmission intergénérationnelle de la maltraitance, c'est une idée surfaite, qu'on veut parler de la transmission intergénérationnelle de certains de ces impacts-là, et encore là, il y a des nuances à faire. Il faut rester très nuancé, en fait, dans les propos qu'on va tenir par rapport à la transmission, parce que on ne veut pas devenir fataliste puis dire que tous les parents qui ont vécu de la maltraitance vont devenir maltraitants. Parce que ça, ben, en tant qu'intervenant, ça ne vous intéresse pas non plus. Ça serait de vous enlever le meilleur levier que vous avez là, de penser qu'il y a une résilience possible. Merci de votre attention.